Jésus à ma gauche, Jésus à ma droite, Jésus à côté de moi, Jésus tout près de moi, Jésus au-devant de moi, Jésus tout au bout de moi. Jésus devant moi, Jésus derrière moi, Jésus à ma gauche, Jésus à ma droite, Jésus à côté de moi, Jésus tout près de moi, Jésus au-devant de moi, Jésus tout autour de moi. Un collègue philosophe disait que, c'est-à-dire, divorce, séparation, c'est... Il a réfléchi un peu sur les causes même du divorce. Pourquoi le divorce existe? Il dit, mais s'il y a divorce, c'est parce qu'il y a mariage. Tout simplement. C'est comme ça qu'il a jugé la chose. Donc, puisque le mariage, on dit dans les livres, on dit n'est pas bon les vivre, on est condamné à se marier un jour. Donc si le divorce arrive, c'est un phénomène social. Allez, ça arrive, et puis ça arrive, on assume quoi. Moi je veux dire que, vous voyez les divorces, les gens sont dans les foyers. Vous parlez de 1 an de séparation. Il y a les divorces même là, depuis même la signature du certificat de mariage à la mairie, même là, ça commence. C'est-à-dire, dès que le mariage est consommé net, 5 minutes après, il y a divorce. On a vu des gens, dès qu'ils ont fini le mariage à la mairie, net, il allait s'asseoir à la maison, 5 minutes après, il regarde le certificat de mariage. Sa femme dit, tu cherches quoi? Il dit, je cherche la date de péremption. Parce que, mais est-ce que ça s'est péré? On dit, tu es dedans, il n'y a pas de péremption. Et quand c'est comme ça, les enfants paient le tribut, comme Caroline l'a dit, c'est déplorable. Les enfants sont hésitants en 2 foyers. Maman est de l'autre côté, papa est de l'autre côté, l'enfant il hésite. À travers ses exercices à l'école, il est très hésitant, il n'arrive pas à écrire, il a toujours des mauvaises notes. Et l'enfant devient comme un agent de renseignement. C'est-à-dire quand il va chez sa maman, elle demande, ton papa là, il a pris une nouvelle femme là. Elle a un enfant comme moi. Un agent de renseignement. Oui, il devient un agent de RAR, avec grand A. C'est-à-dire, il a pris une nouvelle femme. Lui, il va dire, ah, ta maman là, elle est avec un monsieur là-bas. Il est comment? Il a paquet, il est joli. Donc l'enfant, il est obligé de s'occuper de ce qui ne lui régale pas dans le foyer et tout ça. Voilà, c'est des questions qu'on lui pose. Donc je veux dire que c'est pas bon, il y a pas de... Il y a ancienne femme. Voilà, quand on divorce, il y a ancienne femme, il y a ancien mari, mais il n'y a pas d'anciens parents. Hein? L'enfant, il n'y a pas d'anciens parents. Donc je veux dire que faites très très attention dans vos quartiers, quand vous attendez souvent vos voisins qui crient toujours « Oh, cette vie, oh, j'en peux plus, tout m'énerve, c'est qu'il veut se suicider, va lui dire, ce qu'il veut faire, il n'a qu'à arrêter. » Et pour la dernière information, sachez tout simplement que c'est une information quand même, que dans le monde, selon les statistiques, chaque 3 secondes, quelqu'un tente de se suicider. Donc regardez, 1, 2, 3, boum. Qu'est-ce qui change dans votre vie? Bon, les habitudes, de voir maman chaque matin, de voir aussi papa chaque matin, les deux ensemble, tout avait changé. Et on ne voyait que maman, que le week-end. Et toute la semaine, on était avec papa. Donc, vous savez que la séparation, il y a la colère entre les deux. Donc, soit ça descend sur nous. Ils habitaient le même quartier ou pas? Non, non. Papa était à Bobo, maman était au Dokuy. Donc, on assistait à cet exode-là. On bouge ici. Mais c'était difficile parce que, bon, quand j'étais tout petit, j'étais trop attaché à maman. Parce que le nom Désiré, c'est le nom que ma mère m'a donné. Donc, Marcel Désiré. Marcel. Désiré. Comme tous les enfants d'ailleurs. Voilà. Donc, je l'aimais tellement que, bon,
j'ai pris un peu parti pour elle et j'ai commencé à elle l'aimer. Et j'ai commencé à détester maintenant papa. Donc quand lundi arrive, que je dois retourner à la maison. Il y a forcément une raison. Je veux dire, un enfant ne peut pas se permettre comme ça de détester un de ses parents. Il y a forcément une raison. Quand tu vas chez maman, elle te gâte. Il y a les petits trucs, les biscuits, les choses. On a ce truc-là. Voilà. Bon, papa était toujours énervé. Voilà. Papa vous frappait. Ah, ça, Ah, seulement. il frappe vite, En tout cas, il m'a redressé un peu. C'était des histoires. Et à ce moment, le mot papa n'existait pas dans ma bouche. Moi, je l'appelais monsieur, il avait plusieurs surnoms que je lui donnais. Voilà. Cette rébellion-là intervient à quel âge environ? À partir de 5 ans jusqu'à... C'est quand même tôt, hein? Ouais. Je n'ai pas accepté en tout cas vraiment la séparation. C'était difficile. Je n'ai pas accepté. Et j'avais mal quand je quittais maman. Quand je la quittais les lundis, j'avais mal au cœur. Parce que je ne vais pas la voir toute la semaine. Et surtout quand il y a les vacances, qu'on doit voyager ensemble, là, je suis le plus heureux. Parce que là, je vais au village avec maman. Elle va nous chercher pour aller au village. Donc, on passe au moins 1 mois ensemble. Et quand on revient, quand on dit, tu dois retourner sur Abidjan. J'ai dit, mais tiens, j'allais voir ce vieux là encore. Ce monsieur. Ce monsieur, donc c'était un peu difficile. Et j'ai grandi avec. Et ils entamaient les discussions pour répondre ensemble. C'était notre volonté. Et j'ai commencé à fréquenter des groupes, des personnes. Et Vous avez eu de mauvaises fréquentations? des mauvaises fréquentations. À partir de quel âge? Si on veut dire, c'est moi-même, je peux dire que ces fréquentations, en fait, moi, je les ai créées. C'était vous le chef de gang. Voilà. C'est-à-dire que je faisais tout, il faut que je trouve quelque chose pour qu'on parle. Pour énerver Pour papa. énerver papa, pour qu'on parle. Il n'aime pas qu'on sorte. Il dit à partir de 14 ans, on doit être à ta maison. Moi, je fais tout de suite dehors. Quand il achète quelque chose pour moi, je jette, je paie. Il paye des bonnes chaussures. Je dis, j'ai perdu, j'ai laissé ça quelque part. Je peux donner à quelqu'un, il me donne des montres, même de valeur. Je dis, je vends. Parce que je lui dis, je ne veux rien de lui. À un moment donné, j'ai grandi avec et j'ai commencé à fréquenter les écoles. Et papa voyageait, donc ils m'ont permis d'aller dans une grande école. Voilà. Après la 6e, j'arrive en 5e à une grande école, à l'internat, pour qu'on me Redresse redresse un petit peu. Voilà. Donc quand je suis arrivé à l'internat, c'est là que mon histoire même va s'empirer. Parce que je vais rencontrer des enfants qui sont aisés, mais qui ont des comportements malsains. Bon, c'était difficile, mon éducateur, à qui le père, parce que quand papa vient à l'internat, tellement il est pressé, il remet l'argent à l'éducateur, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils racontent sur moi. On me voit, je ne le vois même pas. Il faut bien le corriger. Je ne le vois même pas, et puis il s'en va. Certainement. Et je n'avais rien pour manger à l'internat, parce que vous savez, à l'internat, si ce n'est pas la sauce arachide, c'est la sauce junglée. C'est la sauce miroir. Voilà. Et on souffre, donc tu es obligé Les fleurs du mal. Voilà. Donc, si tu n'as rien, tu souffres. Soit tu es confronté à la diarrhée, parce que ça, c'est inévitable, parce que la viande n'est pas bien conservée. Donc, je souffrais, je n'avais rien, et j'avais tellement pris des dettes, des crédits là-bas. Vous pouvez même acheter la pâte d'entreprise. Oui, c'était difficile. Donc, voilà qu'un jour, j'ai demandé, j'avais besoin de 1000 francs pour m'acheter du sucre, pour boire de mon gari, et puis certaines choses, ma pâte dentifrice, tout et tout. Et puis un jeune homme, ça me fait un peu mal, il me dit, bon, je peux te donner cet argent, mais à condition que tout le bâtiment te regarde, tu vas te mettre à genoux. Et c'est un bâtiment, les escaliers se croisent. Donc les garçons, tout le monde, et puis tu es au milieu en bas là, et je vais uriner sur toi. Ah! Oui, bon. Pour 1000 francs. Vous allez vous indigner de la sorte pour 1000 francs. Voilà. Il finit, tu prends tes 1000 francs, tu t'en vas. Docteur Philo, vraiment. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, j'ai faim. Non. Il a faim. Je suis mis à genoux, j'ai ouvert la bouche. Il est de là-haut. Amen. De là-haut, il a faim. Et là, quand j'ai vécu cela, j'ai dit plus jamais. Mon père va me sentir. Parce que je ne peux pas comprendre. J'ai croisé c'est un vieux praticien ou bien je ne sais pas quoi, qui nous a carrément lavé. Parce que je dis, je veux avoir la force. Je veux certaines choses. Donc je suis allé me faire... C'est-à-dire vous étiez au sein d'un gang. Voilà. Donc il fallait que je parte me faire canquer, comme on le dit avant. Donc on est parti dans un endroit bizarre, dans une case bizarre. Il nous a tracé, voilà.
Et il a mis une poudre noire, il nous a donné... Les scarifications, là. Voilà, avec des les capas, tout ça, c'était là, les 12, tout ça. Et on marchait comme ça, donc quand on revenait, et un jour ça marchait parce que je revenais, et une histoire, quand il m'a mis au grâce, pour les grâces à Bobo, une bagarre un vendredi, et là, un coup par... Bon, ça a pété les lèvres de la personne, le sang a coulé, donc du coup j'étais devenu un dur. Voilà, je sentais la force, voilà. Donc j'aimais palabre, maintenant j'ai commencé à aimer le palabre, je n'allais plus au cours. Et où ça va aggraver encore mon histoire, un jour, parce que pendant que mon père parlait de mon attitude avec ses frères, il a dit une parole que j'avais mal compris. La parole disait ceci, que moi je n'ai jamais voulu avoir un enfant, c'est ta mère qui voulait avoir un enfant. Donc j'ai dit, ah bon? Donc si tu n'as pas voulu... Il vous l'a dit directement ou oui, vous avez surpris la conversation? Directement, il me l'a dit. Mais je n'avais pas compris son langage en fait. Donc moi j'ai pris ce qui est venu automatiquement et j'ai accepté, j'ai commencé à crier maintenant mon histoire. J'ai dit, ok, comme je n'existe pas, je vais lui montrer que c'est l'erreur de sa vie qu'il vient de commettre. Donc ce jour-là même, j'ai pris une arme à feu, c'est mon oncle qui m'a retenu. J'ai dit alors... Où est-ce que vous avez eu cette arme à feu? Je l'ai eu avec des amis. On achète tout à Bobo. Il y a les quartiers où on peut en avoir. Et vous aviez quel âge à peu près? J'avais peut-être 12 ans. Chercher une arme à feu, là, ça c'est l'extrême, franchement. Puisque je viens d'apprendre que je n'ai pas envie d'avoir un enfant. Donc, soit tu meurs, c'est mieux de mourir. C'est mon oncle qui m'a retenu, qui m'a dit non, père son âme, qui m'a dit non, ne le fais pas. Il dit non, je veux me suicider, c'est mieux. Là, je n'existe plus dans sa vie. Et c'est fini. Il m'a parlé, il m'a donné un conseil, il a dit ok. Alors j'ai dit bon, je vais trouver d'autres méthodes. Et puis un jour, c'était à mon anniversaire. Alors puisque j'ai commencé à me donner la cigarette, parce que quand je suis sorti de Grand Bassam, je fumais la cigarette, j'ai commencé à fumer d'abord les Gauloises, les Gitanes, et puis d'autres cigarettes dures. Et là, j'ai connu quelqu'un... Vous avez touché à la drogue? Oui, j'ai touché à la drogue, mais je prenais ça juste un peu. Et le jour de mon anniversaire, j'ai juste pris, et puis je suis allé mélanger avec du vin. Donc ce jour-là, j'étais dans une dose pas possible. J'étais dehors, j'étais avec une amie, une copine. Parce que là, je cherchais aussi les femmes, tout ça. Donc, et on dit, ton père t'appelle. J'ai dit, mon fou, j'ai dit, ce bâtard m'appelle pourquoi? Oh, il était arrêté là. Quand il s'est levé, il voulait me taper. Donc j'ai pris position, j'ai dit, aujourd'hui, je vais le tuer. Si ça j'étais sur le fait de la drogue et de la bosse. Donc j'ai dit, aujourd'hui, je vais le tuer. Personne ne pouvait comprendre mon attitude. Je me suis positionné devant mon père. Donc, c'est les gens qui nous sont séparés, tout. Bon, c'est le lendemain matin, je me réveille, je vois que tout le quartier est bizarre, toute la maison est bizarre. On ne me parle pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on me dit, mais tu as déconné hier. Et puis, il dit, ah. On dit, aujourd'hui, attends pas, tu vas te chasser de la maison. Je dis, bon. Là, il faut changer un peu d'attitude. On ne peut pas les chasser, bon. Je suis allé voir un voisin, un de ses amis, qui est venu demander pardon. Est-ce que vous-même, vous aviez des remords? Non. Parce que c'était pratiquement intentionnel. Ouais, la substance vous a juste donné le courage de matérialiser votre pensée. J'ai le remords quand maman m'appelle pour me demander pardon, qu'elle me dit de laisser tomber, qu'elle me voit pour dire qu'il ne faut pas me faire souffrir à cause de toi, pardon. Donc quand elle me parle, je la regarde en train de souffrir, ça me gênait un peu. Donc j'essayais d'arrêter de changer de comportement. Parce que je dis pour elle, voilà, c'est elle qui a ma raison de vivre. Donc pour lui, je m'en fous. Vous n'êtes pas quand même le seul enfant de cette famille-là, vous êtes deux. Est-ce que votre frère ou votre petite sœur se retrouve dans la même situation? Est-ce qu'elle a le même ressenti? Ou c'est seulement vous qui décidez de vous enfermer dans une rébellion? Les mères sont pas. Mais et votre mère dans tout ça? Parce que malgré tous ces dérapages-là, quelle est la contribution de votre mère dans votre éducation? Elle faisait tout pour me ramener. Et Dieu merci, après, ils ont trouvé un terrain d'entente. Elle est revenue à la maison, donc c'était un peu facile pour moi. Mais à chaque fois qu'il fait une bêtise, elle prend les pots cassés. Parce que le vieux se décharge sur elle pour dire, mais voilà ce que tu as fait, comment est-ce que tu as rendu l'enfant. Comment est-ce que vous avez réussi à sortir de là? Ouais, c'était grâce à mon père. Parce que c'était grâce à lui. Et vraiment, je lui dis merci. Parce que quand j'ai échoué au bac, j'étais assis avec des amis en train de boire. Et puis il me dit, mais... Il m'appelle pour dire, mais toi, tu as échoué à ton bac. Et puis il dit, mais puis quoi, je m'en fous, il a joué. Il dit, bon, il allait m'inscrire à une retraite pour qu'on prie pour moi. Et ce jour-là... Une retraite spirituelle? Spirituelle, oui, pour qu'on me délivre. Et la preuve, le jour, avant même la retraite,
le père qui organise cette retraite est venu à la maison, il a prié pour tout le monde. Mes soeurs sont tombées dans les histoires de trans. Et moi, quand il a imposé les mains, rien, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas possédé. Je ne suis pas possédé. Et quand il est parti m'inscrire à la retraite, je ne voulais pas partir. Et mes amis m'ont dit, non, il faut aller, il n'y a rien. J'ai dit, bon. On allait pour faire l'inscription, le monsieur a demandé, mais votre fils, il a quoi? Il est malade, il est ceci. La phrase, je ne vais l'oublier, ils m'ont pas dit, il faut mettre tout. Tout, ce qui est mauvais là. Bon, ça m'a un peu... J'espère qu'il n'a pas dit c'est le diable en personne. non, il dit tout, parce que vraiment... Et le monsieur m'a dit, papa, il va changer. Je l'ai regardé pour dire, on va voir un bout de là qui va changer. Et je suis parti à la retraite. J'étais comme tout le monde, je suis tombé dans un dortoir où c'était aussi des véritables gangsters qui étaient là-bas, des bandits de grands chemins, qu'on se trouve ensemble dans le dortoir. Et puis on cause, on échange, je dis, bon, si on finit de là, qu'est-ce qu'on fait? On sort le samedi, là, en direction de la rue, on fait les bêtises, et puis bon, on a pour ça tracé un plan, pendant qu'on est à l'église, on place un autre plan démoniaque. Et j'espère que vous ne l'avez pas exécuté quand même. Non, non. Premier jour, troisième jour, c'est là que arrive ma délivrance. Est-ce que vous avez eu c'est-à-dire la possibilité d'échanger avec votre père pour lui exprimer toute la haine que vous aviez? Non. Je ne veux pas le voir, mais je ne voulais pas le sentir. C'est après ma rencontre avec cette délivrance qu'on a commencé maintenant à échanger, que le mot papa est sorti. Même le jour où j'ai rendu ce témoignage, où ils ont uriné sur moi à l'internat, il était déçu lui-même. Il dit, mais vraiment, voilà ce qu'il a créé. Il était déçu. Et c'est après que j'ai commencé à l'appeler papa, et puis on a commencé à échanger. Et puis aujourd'hui, on a repris de bonnes habitudes. C'est dernièrement que je lui ai demandé pardon même officiellement. Mais je veux dire, est-ce que votre changement ou votre transformation, est-ce qu'elle a été automatique ou bien c'est fait de façon progressive? C'est fait de manière progressive parce que sortir de cette situation, j'ai accepté la délivrance et puis avec les anciens, retourner dans le quartier avec les anciens amis qui vont... C'était très difficile, très difficile. Et jusqu'à ce qu'on quitte le secteur, c'est là qui m'a un peu aidé. Aujourd'hui, vraiment, je bénis Dieu parce que je suis une nouvelle personne. C'est l'appel de Dieu. C'est dans les livres saints, quand Dieu nous appelle parfois. Où es-tu donc? Et vous répondez à l'appel de Dieu. Même les musulmans, le musulman, il appelle la prière à 5h30 à Salatu Khayrou Mina Naomi. Donc, c'est cette connotation. Pardonnez, ça la boue n'est pas dit que c'est faux. Donc, tout ça, dans cette connotation spirituelle là. Je dis ce que vous faites est bien. Même je le dis tout ici, l'État ne peut pas tout faire. L'UNESCO, même la main, ne peut pas tout faire. Et donc, vous êtes des gens que Dieu ne peut pas descendre sur la terre pour venir régler nos problèmes. Et Dieu passe par des gens. Est-ce que la rue peut faire des enfants? Non, la rue, c'est un coin où chacun passe. La rue ne peut pas faire des enfants. Un enfant se conçoit entre quatre murs. Mais pourquoi laisser ces enfants-là dans la rue? On le dit toujours. Pourquoi? Pourquoi laisser? Non, mais c'est une démission. On le dit toujours. Regardez les enfants. S'ils ont été conçus entre quatre murs, ils doivent être logés entre quatre murs. Entre quatre murs, c'est pas dans la rue. Pas dans la rue. Les enfants, regardez les bébés, tous les enfants sont beaux. Il n'y a pas de... Tous les enfants ont un bon comportement. Ça dépend de l'environnement, de l'éducation. Prenez un bébé chinois. Un bébé chinois de 6 mois, prenez-le. Allez-y, élevez cet enfant à Goïtafla. Il va parler gourou. Parce que c'est l'environnement, en fait. Il va parler gourou. Il va pas parler... Oui. Il va parler gourou. J'imagine un petit chinois, ces petits yeux là, très parlés. Mais c'est magnifique ça. À quel moment vous commencez à vous intéresser aux enfants de la rue? Dans les bars climatisés, ce qu'on donne aux gens, c'est la joie. C'est la joie, on essaie de procurer de la joie à certaines personnes. Et moi, quand je vais dans mes clubs, quand je vais dans mes endroits, au sortir de ces endroits, je vois des jeunes. Des jeunes, ils peuvent être mineurs comme majeurs. Voilà, mineurs la plupart du temps, qui sont aux alentours de ces endroits-là pour demander une pièce ou un billet, et on a un culte de mauvaises valeurs comme je ne dirais pas comme le travaillement, des choses, du coup après les voitures. Donc ces jeunes-là m'approchaient souvent. Pour dire, ah boss, non, moi je veux l'argent pour acheter 10 paquets de Lotus pour vendre, je veux tant. Bon, moi je fais de façon délibérée. Quand je peux, je les aide, je les ramène au maquis, ils vont manger, j'organise des bouffes parties, je paye du riz, ils viennent manger. Bon, c'est de façon délibérée. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai repris contact avec ces jeunes en situation de vulnérabilité qui étaient
d'abord autour de mes établissements de nuit et que je rencontrais aussi au plateau ou ailleurs quand j'allais me balader. Voilà. Et après, est-ce qu'il y avait un suivi? Est-ce que vous vous rendiez compte après que ces jeunes-là utilisaient l'argent qu'ils vous soutiraient pour véritablement mener des activités? Oui, c'était ça le problème, parce que le même jeune qui vient vous voir aujourd'hui pour vous soutirer 10 000 francs, vous le revoyez encore 2 jours après ou 3 jours après, qui va vous soutirer encore 10 000. Donc, je me suis dit intérieurement qu'il fallait structurer la chose, qu'il fallait essayer d'aider ces jeunes-là, mais de façon structurée, de façon bien, pour qu'ils puissent se recadrer, se réinsérer et entièrement dans la société ivoirienne. Et cette structuration se matérialise comment? Cette structuration n'a pas été facile. Ça, c'était des idées seulement que j'avais. Donc, bon, j'ai eu l'idée, et puis je dormais avec, hein, comme on dit. Comme on dit. Et puis, un jour, j'ai été contacté par des anciens, par des portiers de bars et d'établissements de nuit, qui devaient organiser un événement dans un de mes espaces pour recevoir leur aîné. Donc, quand je suis allé voir mes collaborateurs pour leur dire, bon, voilà, moi, je reçois tous les loubards d'Abidjan, hein, ils disent qu'ils sont 3000, ils viendront dans ce maquis-là, venir faire une fête. Ah non, ça a été la pagaille. Tout le monde a commencé à tourner le dos. Non, à paniquer. Non, les loubards, ils vont nous frapper. Bon, s'ils ne vont pas payer, ils vont venir, ce sera comme ça. Donc, je dis, bon, OK, ce jour-là, moi, je serai là. Mais Caroline, fort a été ma surprise de constater qu'au-delà des loubards, il y avait des gens qui venaient dans de grosses cylindries, des gens dont j'entendais parler avant, qui sont aujourd'hui recasés, qui sont des gens qui sont responsables, ce sont des gens qui sont directeurs de société aussi, qui sont artistes, musiciens et autres. Donc, j'étais avec un ancien de la rue à qui je demandais, mais lui, c'est qui? Donc, quand il me dit le nom, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je connaissais ce nom-là. J'ai dit, ah oui, d'accord, c'est lui. Il fait quoi maintenant? Non, il est en Allemagne. Ah, il vient d'arriver. Ah, et lui? Non, lui, il a été directeur de la PJ. Et lui? Donc, je vais constater qu'au fait, parmi ces anciens de la rue, là, il y avait des gens, il y avait du potentiel. Il y avait des gens qui étaient passés par ces difficultés-là, mais aujourd'hui, qui étaient des exemples de la société. Comment est-ce que vous avez structuré cette ONG pour pouvoir aider ces enfants-là? J'ai installé les anciens de la rue en point focal. Ce sont des différents points focaux dans le district d'Abidjan. Et eux, ils avaient pour mission de recenser tous les foyers d'enfants de la rue. Parce que je me dis qu'eux, ils sont beaucoup plus habilités. Ils connaissent la rue. Ils y étaient. Et ils savent quel quartier, où passer, où rentrer, pour voir qui est là-bas, qui, je pense. Parce que moi, je peux avoir la prétention de rentrer à Bobo, hein, derrière Rail, aller chercher des enfants dits enfants de la rue ou des enfants qui dorment dehors. Voilà. Donc eux, ils avaient cette capacité de réaction, ils avaient la possibilité de le faire. Donc je me suis appuyé sur eux. Quand ils ont identifié et ils ont répertorié tous les foyers d'enfants de la rue, nous, on est parti avec des activités culturelles et sportives. Voilà. Avec eux, bien sûr. Donc, on a fait des matchs de football avec ces enfants, des matchs de maracana. Donc, derrière ces activités sportives qu'on fait avec ces enfants et culturelles, bien sûr, on leur inculque des valeurs de vie courante. Des valeurs de vie courante. Il y a l'alphabétisation, il y a beaucoup de choses qu'on fait par derrière. Parce que ce sont les enfants qui sont habitués à être dehors. Ils sont habitués à ne pas être canalisés. Donc, si vous ne venez pas dans leur environnement avec une activité saine, ils ne vous écouteront pas. Il faudrait qu'ils sentent qu'ils participent à quelque chose et par derrière... Voilà, utile, et par derrière, vous leur inculquez certaines valeurs. C'est vrai, les activités sont bien pour un moment, mais au final, comment est-ce qu'on fait pour les garder en fait? Parce que finalement, leur seul intérêt, c'est d'avoir de l'argent. Donc ces activités-là, le temps qu'ils comprennent que c'est un processus et qu'ils ne vont pas gagner, ils ne gagneront pas de l'argent tout de suite, comment vous faites quand même pour continuer à les maintenir, à captiver leur attention? Oui, mais c'est assez délicat. C'est-à-dire que nous, comment on s'arrange? On leur laisse, quand ils sont jeunes, on leur laisse mener leur activité qu'ils exercent la plupart du temps. Et puis, on s'arrange pour avoir 1 ou 2 heures par semaine avec eux. D'accord. Voilà, 1 ou 2 heures par semaine. Les plus jeunes, c'est beaucoup plus délicat parce que les plus jeunes, il n'y a pas d'activité, ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire des séances d'écoute, d'orientation avec eux, les orienter vers les centres qui existent déjà. Et la chose qu'on fait le plus, c'est de recréer le contact entre eux et leur famille. L'objectif principal, c'est de les ramener à la maison, de les ramener en famille, voir qu'est-ce qui a été le lien, qu'est-ce qui a brisé ce lien-là entre lui et sa famille. C'est des séances d'écoute qu'on fait avec des éducateurs spécialisés, voir qu'est-ce qui se passe, voilà, pour pouvoir le ramener en famille. Il est vrai que ces enfants de la rue sont considérés comme une couche très vulnérable, mais aujourd'hui, ils créent la psychose parce qu'on n'arrive pas à dissocier l'enfant de la rue du microbe. Vous n'en avez pas peur? Sinon, quelles sont les précautions que vous prenez pour aborder ces enfants? Les microbes, c'est un phénomène urbain, c'est un phénomène urbain qui existe. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Je pense qu'un microbe, ça peut être un élève,
Bien sûr. Ça peut être un élève, ça peut être un enfant qui a la famille, qui rentre à la maison les soirs, qui revient à la maison avec 200 000 francs, avec des portables qu'il donne à maman. Maman est contente, et puis le matin, il ressort, il repart à la gare ou il repart faire ses activités. Il fait ce qu'il a à faire. Le soir, il rentre encore avec de l'argent aux parents. Donc, je veux dire qu'il faut dissocier un enfant de la rue d'un microbe. Moi, je parle des enfants qui ont eu des difficultés, certaines difficultés dans leur vie, qui se retrouvent aujourd'hui délaissés par la société, qui se dorment dehors, qui n'ont aucun contact avec leur famille qui existe, bien sûr. C'est d'eux là que je parle. Et je ne pense pas que ceux-là soient des microbes. Comment vous trouvez les ressources pour mener toutes ces actions à l'endroit de ces enfants? Bon, comme je l'ai dit, c'est une ONG, c'est un groupe d'amis. On s'est mis ensemble, on a les cotisations. On demande à des gens de nous aider, on demande à des bénévoles de venir participer. Des mécènes aussi. Voilà, des mécènes aussi, de façon technique ou de façon financière. Peu importe, c'est le cœur. C'est le cœur qui te dit, si tu as envie de faire quelque chose, de faire un geste, tu le fais. Quand on a une activité, on la budgétise. Et puis, on va vers certaines personnes pour dire, voilà l'activité qu'on a à mener, voilà combien elle coûte. Celui-là donne 1000 francs, 2000, et puis bon, voilà. Je sais que vous êtes déplacé de guerre, vous n'avez pas eu du mal à vous réinsérer. Vous avez, on va dire, un esprit, un véritable esprit d'homme d'affaires. Et la question que je me pose, est-ce que derrière cette philanthropie ne se cache pas un business? Non, pas du tout, je pense pas. Non. C'est aucun business, d'autant plus que je pense que je ne calcule pas, moi. Je ne calcule pas en énergie, je ne calcule pas en temps quand je consacre ma vie à mes jeunes frères. Je ne crois pas qu'il y ait un business, parce que s'il y avait un business, il y allait y avoir beaucoup de calculs. Vous allez me voir partout pour dire je veux de l'argent, je veux tant. Non, il n'y a pas de business derrière. Moi, je laisse chacun son appréciation. D'accord. Que chacun vient avec son cœur, chacun vient aider quand il peut. Je n'ai pas demandé d'argent à quelqu'un. Il vient avec un sac de riz, il vient avec des chaussures, il vient avec ce qu'il peut. Un croustillant artistique pour vous cette semaine, c'est un jeune profil assez intéressant. Il s'appelle Charles-David Nyangoran, c'est un dessinateur, peintre, également décorateur mural en deuxième année d'architecture intérieure à l'INSA, qui n'a que 20 ans. C'est une pratique... oui, tout à fait, aussi frais. Et au-delà du réalisme abstrait, figuratif et semi-abstrait disons qu'il dessine ou qu'il réalise à coups de pinceau, il se particularise par une technique qui consiste à employer de l'écorce pour confectionner ses tableaux. Et le résultat, au final, est très séduisant. Voilà, quelques illustrations déjà en photo et puis les tableaux physiques qui sont bien là. Je voudrais qu'on salue déjà ce talent-là. C'est une promesse artistique de notre pays. Et très vite, une question. Pourquoi l'emploi d'écorce pour faire ce travail artistique-là? Couramment, on a l'habitude de voir des œuvres avec l'utilisation de la peinture simple. Mais en y appliquant un certain relief, on peut captiver l'attention de celui qui regarde l'œuvre. Avec les écorces, en plus de regarder, ça donne envie de toucher. Ça donne envie de toucher la matière, ça permet de plus communiquer en fait avec l'œuvre. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des écorces, enfin des arbres particuliers, des espèces d'arbres particuliers que tu utilises? Non, il n'y a pas d'écorce, ou du moins d'arbres particuliers que j'utilise. Peu importe l'écorce, peu importe l'arbre, voilà, dès que je prends les écorces qui sont déjà tombées, voilà, pour ne pas dégrader dans la nature. Donc les écorces déjà tombées, voilà, je les prends et je les concasse, je les coupe en fonction des formes que je veux obtenir. Ok. Alors, c'est quoi tes projets finalement? Bon, d'abord, fini l'architecture d'intérieur. Fini l'architecture d'intérieur d'abord. Ensuite, je veux me spécialiser dans le design mobilier pour pouvoir répondre aux besoins de l'Afrique. Parce que l'immobilier qu'on utilise de nos jours, c'est plus européen. C'est plus pour leurs pratiques courantes. C'est mieux pour... Voilà, typiquement africain, des trucs qui répondent vraiment à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire précisément. C'est mieux. Moi, je suis vraiment très émue en voyant vos toiles, parce qu'on sent le sérieux dans le travail. Vous avez mis beaucoup de professionnalisme et les toiles sont vraiment très belles et originales. Pour le club, c'est midi. Cette semaine, un ami du club aura la chance de réaliser un projet, celui-ci. Moi, c'est Doua Maël. Si j'ai 100 000, je vais réaliser mon projet. Peut-être ouvrir un magasin. Magasin à 100 000. Vous pensez qu'ouvrir un magasin avec 100 000 francs est impossible? Eh bien, le défi est lancé car un téléspectateur a décidé d'offrir cette somme à cette jeune dame pour son projet. On verra s'il est viable. Alors, madame, merci de rentrer en contact avec l'équipe de C'est Midi. Un autre défi à relever, celui de l'anagramme façon JM de Caroline Da Silva. Vous avez été nombreux à jouer et voici quelques-unes de vos réponses.
pas mal. Continuez à jouer, lundi, on découvrira le nom du gagnant du défi de l'anagramme. Et on termine avec une petite leçon de vocabulaire. Alors, qu'est-ce que le colorisme? C'est l'adjectif du coloreux, de celui qui se met en colère. Voilà, donc le colorisme vient du mot colère. Je sais que le colorisme peut être une doctrine, mais je ne sais pas réellement de quelle doctrine il s'agit ou quel est le rôle du colorisme. Dans le colorisme, j'entends colère, mais franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le mot colorisme, je vois qu'il y a le mot couleur et aussi la couleur. Bon. Mais concernant le mot colorisme, je ne sais pas trop de choses là-dessus. Coloriste, c'est les gens qui fabriquent les couleurs là. Les gens qui fabriquent les couleurs pour les voitures, pour les maisons et tout ça. C'est ça qu'on appelle coloriste. Ne le dites à personne, mais honnêtement, sans l'aide de Google, ça aurait été difficile de trouver la définition. Comme quoi, on apprend également dans cette émission. Au moins 4 chiffres, je vais parier dessus demain, rapidement. Quoi? 4 chiffres? 4 chiffres comme ça, par hasard, je vais parier dessus. 3. 3, oui. 7. 7. 9. 9, merci. Ça, je pense que demain, je vais prendre l'argent. Mais ça fait 3. Ouais, 3. Elle a dit 3, 7, 9, c'est ça? Il manque un quatrième, 12. Oui, 10. 12. 12. Non, je ne prends pas ça, je ne peux pas tout prendre. Ça, c'est pas ça, je ne peux pas prendre. Mais pour revenir au thème pour votre traversée des déserts, moi je dis, l'homme est le fruit de ses passés. Voilà, l'homme devient ce qu'il pense. Sinon, nous, à Yopou, quand on est... Ça là, ça peut traverser le désert? Attends, levez-vous. Non! C'est qu'un homme là, il voulait traverser le désert. Ça peut traverser le désert? Non, mais je veux dire, c'est ça. L'homme est le fruit de ce qu'il pense. Et traverser le désert, ça dit, vous savez, c'est la galère un peu en quelque sorte. Et vous appelez Mousseba. Oui. C'est ça? Oui. Quand même, Moussebo un peu, Mousseba seulement. Non, vous savez, dans notre jargon, quand on dit quelqu'un mousse, ça veut dire que la personne a du succès. Donc Mousseba, ça veut dire que vous avez du succès en bas. Non, changez de nom. Non. Moussebo. Voilà, Moussebo, c'est mieux. Dans la vie, on peut dire parfois que c'est le passage oublié, mais ça dépend de ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes accroché comme à Pani chez nous. Et voilà, aujourd'hui, on peut pas dire que vous traversez le désert seulement. Vous avez traversé le désert. Voilà. Moi, nous, on a traversé des braises. Désert même là, c'est simple. Nous, on a traversé des braises. Et je vais dire que c'est traverser le désert a une connotation plus spirituelle. Ça veut dire que spirituellement, vous êtes posé au fait dans la tête. Voilà. Si je me souviens, moi, je partais à l'église avant. Il y avait, oui, on disait que la traversée du désert, c'était quand les Juifs ont fui l'Égypte avec Moïse à l'époque. Ça, c'est quand je partais à l'église. Mais maintenant, oui, je suis là. Peut-être que je vais repartir encore pour pouvoir avoir du succès comme vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fin en soi. Vous avez traversé le désert. Merci beaucoup. Dieu est grand, vous êtes là devant nous. Mais expliquez-nous comment vous avez traversé. Sinon, à Yopou Gonçalves, il ne traverse pas le désert. Ces moments ont été douloureux pour vous, mais le plus gros, c'était en 2015. Je suis tombée gravement malade en 2015 et nous n'avions trouvé aucune solution à l'hôpital pour mon cas. Et vous souffriez de quoi En fait, je souffrais, physiquement, c'était des palpitations, c'était des toux chroniques qui ne s'arrêtaient pas pendant plus d'un mois. Et malheureusement, tous mes tests médicaux étaient toujours négatifs, mais j'étais malade. Et selon les informations que nous avons reçues de vous, cette maladie est intervenue après un rêve que vous avez fait. J'étais en période de jeûne et prière. Et lors d'un sommeil, je reçois un mauvais rêve où en fait, je me retrouve liée des mains et des pieds et on me fout de la nourriture par force dans la bouche. Et c'est après ce rêve que je tombe malade pendant 1 an. Et après avoir fait des va-et-vient dans les hôpitaux, j'ai dû mettre ma carrière musicale à côté parce qu'il faut survivre et être en santé pour pouvoir performer et chanter. Et c'est aussi à travers une autre révélation, toujours en songe, que je me rends compte que ce combat-là ne peut pas être mené à l'hôpital, mais la révélation en fait me dit que c'est par la prière et le jeûne que je vais guérir. Et justement, de fil en aiguille, j'ai dû être admise en programme de délivrance, en camp de retraite spirituelle. Et le 2e jour après mon admission, ma guérison a commencé. Mais j'étais malade intensivement pendant 2 mois. Et le processus de désintoxication du poison qui était administré spirituellement en rêve m'a pris 1 an.
jeûne et prière, jeûne et prière. Mon cas n'a jamais été résolu à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui. J'étais chez les meilleurs spécialistes dans une zone résidentielle à Lagos. Et c'est un miracle. Voilà, j'ai été guérie par la foi et la grâce. Dans ce temps de maladie, quelles sont les idées qui vous passaient par la tête? Dans ce temps de maladie... Puisque ça avait mis quand même, oui, on va dire, toute votre carrière en berne. Oui, ça a mis beaucoup de choses en stand-by, ça a mis beaucoup de choses en pause, comme on dit, une pause invoulue, qui n'a pas été voulue, injustifiée. Et c'était une période très difficile pour moi parce que je me demandais... C'est vrai que j'avais la foi, mais dans les moments difficiles, j'avais besoin de plus de foi. Et je ne savais pas comment la trouver, mais elle venait. Parce que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Il faut commencer déjà à croire et c'est Dieu qui fortifie en fait. Donc c'était pas évident parce que le combat était rude, c'était des douleurs physiques, c'était... bon, certaines personnes qui ne savent pas que des miracles existent se disent que peut-être vous êtes taré ou que vous perdez la boule. Mais non, 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 non. Dieu merci, j'ai été fortifiée par Christ. Et si le diagnostic est mauvais dès le départ, vous ne pouvez pas guérir. Qui dit bon diagnostic dit guérison. Qui dit mauvais diagnostic dit pas de solution. Si j'ai été guérie, justement, c'est parce qu'en dehors du diagnostic médical, il y a eu un bon diagnostic spirituel. Et il n'y a pas de solution chimique pour un problème spirituel. Et justement, peut-être un détail qui vous échappe un tout petit peu, parce que vous nous avez confié que lorsque vous étiez en séance de délivrance, il y a des choses qui sortaient, des manifestations où oui, on voyait du sang. Vu que je me plaignais de palpitations, de tout et de tout ça, on m'a fait plein de tests cardiaques, toujours négatifs, mais malades. Donc quand j'étais admise au camp de retraite, par rapport à ma guérison, c'est le troisième jour, pardon, lorsqu'on coupe le jeûne, que j'ai eu une manifestation. En fait, mon organisme a rejeté du sang en pleine église. Et ce n'était pas mon sang, parce que l'hémorragie, à l'école, on sait qu'elle est rouge, on a les douleurs abdominales, mais ce n'était pas ça, c'était vraiment un liquide noir. Et à partir de cette manifestation physique, j'ai eu, ma guérison a commencé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait le lien avec le rêve? J'ai fait... Vous avez ingurgité de la nourriture contre votre justement rêve? Parce qu'il y a un verset qui dit que pour ceux qui croiront, voici les signes qui vont les accompagner. Matthieu 16, 17, 18, qui dit qu'ils parleront dans de nouvelles langues. Ils attraperont des serpents de leurs mains, pas le serpent physique. Et s'ils boivent des poisons mortels, rien ne leur arrivera. Et quand ils imposeront les mains sur les malades, ils guériront. Alors, donc c'est la preuve de ce qui m'est arrivé, que c'était écrit et le poison n'a pas marché. Comment est-ce que vous avez réussi aussi facilement à vous imposer presque dans la sphère musicale au Nigeria? Alors, c'était d'abord la croyance en moi-même, au don que j'avais et la foi en celui qui les a donnés. Donc voilà, c'était du travail. C'est de la persévérance, comme on dit, il y a un proverbe qui dit on devient forgeron en forgeant. À force de forger. Voilà. Donc à force de forger et tout, vu que moi, je n'ai pas vraiment fait d'études de musique en tant que telle, le don était là, je l'ai développé. Et voilà, c'est la persévérance, la foi et l'humilité surtout. Parce que l'humilité peut vous ouvrir de grandes portes. Même quand vous êtes déjà arrivé, il faut vraiment, vraiment rester humble. Alors, après la période de maladie, je suppose qu'il y avait beaucoup de difficultés financières, puisque vous avez investi dans les médicaments avant de vous retrouver, on va dire, dans un hôpital spirituel, à la prière. Alors, comment est-ce que vous faites pour rebondir, pour revenir sur la scène? Ben, pour rebondir sur la scène, je commence tout simplement par le commencement. Hein. Donc, après 2 ans de silence, je reviens sur la scène en 2018 avec le clip qu'on appelle Gossip Alléluia. Donc, je décide de revenir sur la scène, en fait. Bon, j'ai plein de chansons commerciales, sexy, Boost Your Body et tout ça. Mais Gossip Alléluia, c'était pour moi une manière de donner un message à la jeunesse de ce que j'ai vécu, sans pour autant faire trop gospel ou trop chrétien, mais de faire une musique qui peut toucher les jeunes qui sont peut-être dans des situations difficiles où ils pensent qu'ils ne vont jamais sortir de ce désert, en fait. Donc c'est vraiment, j'ai voulu revenir en touchant toute personne qui traverse des périodes difficiles, que c'est par la foi
qu'on va y arriver. Les difficultés, il n'est pas prévu que les difficultés ne viendront jamais, mais on va les surmonter, même si elles viennent. Le blog. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blog? À quoi ça sert? Et justement, quels sont ces blogueurs ivoiriens que vous devez absolument découvrir si ce n'est pas encore fait? Alors, un blog, c'est tout simplement, si vous voulez, votre journal intime que vous décidez de mettre sur la toile. Vous avez une passion, Alucène Sidi, par exemple, des expériences, Docteur Philo, la musique peut-être, moi, je dis la mode. Vous allez écrire un blog, justement, sur ce qui vous passionne. Donc, c'est votre avis, c'est votre expérience avec votre passion. Et vous allez créer une communauté, donc des personnes qui sont passionnées de la même chose, qui vont se retrouver dans cette communauté-là. Alors, concernant les blogueurs ivoiriens que vous devez découvrir absolument, il y a Yeni Gigi, qui est très connue d'ailleurs. Elle, en fait, fait un blog Société. C'est d'ailleurs la présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Elle est écrivaine, aujourd'hui à la tête d'une agence littéraire, et elle a même édité un livre pour enfants. Yeni Gigi, qui a une plume extraordinaire. Pour tous ceux qui ont pris la peine, en tout cas, ou sinon qui vont découvrir sa plume, juste extraordinaire. Et après, vous avez Ophélie Talmas, pour ceux qui sont attirés par l'art et la culture. Elle est vice-présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Elle a un site à elle. Le site, c'est cultureriche.com. Et là, vous allez parler de culture. Donc, elle va voyager, culture d'ici et d'ailleurs. Toutes ces expériences, tout ce qui touche à la culture, eh bien, vous allez pouvoir trouver ça sur le blog de Ophélie Talmas. Pour les férus de mode, on a Fantastique, une blogueuse mode qui est très, très en vogue. Franchement, elle a la cote en ce moment. Sur le blog de Fanta, évidemment, Fantastique, elle a créé également son média Fall in Mode, qui est un webzine qui va parler de mode. Donc, pour toutes les filles qui adorent tout ce qui est nouvelle sortie mode, le blog de Fantastique. Et évidemment, on ne peut pas parler de société et tout ça. Il y a aussi des blogs de politique. Et là, c'est l'affaire de Marie-Emilienne Adiko, qui a également un blog politique et de civisme. Vous avez également Chanté Mireille, qui a un blog de littérature. Et d'ailleurs, elle a fait une très, très belle action. Elle a ouvert une bibliothèque à Yopougon. Voilà, en ce moment, on trouve que les jeunes ne lisent pas assez. Et je trouve que c'est une belle initiative quand même. Et je pense que tout le monde devrait faire un tout petit peu comme elle. Et pour ceux qui sont férus de technologie, vous avez Bissiru Radji, qui est l'hypnotiseur qu'on a découvert évidemment dans le Club C'est Midi, qui est également blogueur. Et Daouda Koulibaly, journaliste indépendant, également blogueur sur la politique. Il y a deux nouvelles qui sont rentrées dans ce monde-là, que j'ai envie vraiment, à qui j'ai envie d'apporter toute mon énergie et tous mes encouragements. Alors, il y a Abidjanista, qui est une blogueuse mode, qui a un style assez trendy, je trouve, un style qui est accessible. Et je pense que toutes les filles pourraient se reconnaître en elle. Et voilà, elle est toute nouvelle dans ce milieu-là et on l'encourage. Et enfin, les passionnés de cuisine comme moi, ceux qui aiment la bonne bouffe, ceux qui aiment bien manger. On a Eve Oura qui a sorti, qui a dernièrement créé son blog. Je pensais que vous alliez dire ceux qui aiment bien préparer, enfin cuisiner. Si, les gens qui cuisinent, il faut bien des gens pour manger. Et rapidement, pour savoir que le blog, de plus en plus, surtout aux États-Unis, ça commence à prendre des proportions énormes. Les gens arrivent vraiment à se réaliser à partir de leur blog. Et d'ailleurs, l'un des plus riches blogueurs au monde, c'est un Américain. Il a 32 ans, il a créé son premier blog seulement à 19 ans. Ça lui rapporte environ 348 millions de francs CFA par mois. Wow. Voilà. Et on va me dire, c'est que des blancs. Non, on a également une Nigériane que tout le monde connaît, Linda Ikeji, qui est une Nigériane qui a son blog, qui parle de société, de divers, voilà. Elle, son blog lui rapporte quand même environ, rapidement, 3 milliards de francs CFA par an. Mighty God. Ouais. Ici, on est encore un tout petit peu loin, mais je pense que dans quelques années, ça va exploser. Donc, vous pouvez vous y mettre. Moi, je vais y penser. Je choisis encore mon thème. Tu veux faire quoi ici? Je t'ai dit de m'attendre là-bas. Renseignement à qui? Elle, c'est qui? Je ne la connais pas, ils sont se connaissent. Je ne connais pas, tu la connais pas comment? Toi, je t'ai pas parlé. Je t'ai pas parlé. Toi, je t'ai pas parlé. Tu restes là. Elle, c'est qui? Elle passait, je lui ai demandé. Elle passait comment? Donc toi, tu me dis d'attendre là-bas, je suis arrêtée là-bas. Donc tu te causais ici. Tu avec un ami que tu as. Tu causais avec un ami. Donc parce que je te causais avec un ami, toi tu te permets de t'arrêter. Je n'aime pas ça. Elle c'est qui? Elle n'a qu'à me dire qui elle est d'abord. Je ne la connais pas. Elle n'a qu'à me dire qui elle est. Tu ne la connais pas comment? Tu la connais pas, elle peut l'arrêter devant toi. Faut pas dire ça devant les gens. Ma chérie, elle n'a rien à voir. J'ai dit, tu le connais. Tu le connais pas, tu as arrêté, elle te pose elle. Je suis à l'âge. Donc toi, tu poses elle. Tu m'attends. Tu sais que j'aime pas. Ma chérie, je te parle. Donc toi, tu le connais pas. Donc toi, tu connais pas les gens. Et puis toi, tu te permets de poser. Mais il voulait un renseignement, il y a quoi? Quel renseignement? Tu quand je le regarde, récemment, quel renseignement? Il voulait quel renseignement? De laisser quoi? Elle n'a qu'à me dire qui elle est d'abord. Elle n'a qu'à me dire qui elle est.
Elle n'a qu'à me dire qui elle est. Sinon, ils vont nous regarder ce soir. Elle n'a qu'à me dire qui elle est. Je dis, elle n'a qu'à me dire qui elle est. Elle t'a dit quel renseignement. Toi, tu lui donnais quel renseignement? Toi, tu travailles au ministère du renseignement. Toi, tu lui donnais quel renseignement? Tu lui donnais quel renseignement? Je dis, elle n'a qu'à me dire qui elle est. Il ne faut pas qu'ils vont nous regarder. Hein. Mais je la connais. Faut pas qu'ils vont nous... Elle n'a qu'à me dire qui elle est. Elle n'a qu'à me répondre. Tu vas essayer dans tes bêtises. Moi, tu me fais arrêter là. Je suis arrêtée, puis tu viens te causer elle. Et puis tu me dis que tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas, tu as arrêté, tu causes elle. Pourquoi? Vous causez de quoi? Ah, chérie, vous causez de quoi? J'ai dit, il m'a demandé où on emprunte pour aller à Cocody. Je lui montrer juste la gare. Toi, maintenant, tu es là. Toi, tu es là pour indiquer la gare aux gens. C'est ton travail. Toi, tu es là pour indiquer la gare. Vous étiez parlé, puis vous étiez collés comme ça. Pardon. Vous étiez collés, pourquoi? Ça pour donner renseignement, tu t'es collé. Et puis moi, je parle de riz, ma chérie. Pardon. Ah, ça, tu me connais. Je suis souffrante, ma chérie. J'ai dit, et puis tu es souffrante depuis quoi? Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas, tu causes à lui pourquoi? J'ai dit, je le connais pas. Tu es sûr que tu le connais pas, tu es une menteuse. Je dis, tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Tu veux qu'elle prenne? Ma chérie, tu es une menteuse. Non, tu me laisses. Tu es une menteuse. Tu n'as pas honte. Toi, tu n'as pas honte. Vous êtes rempli à c'est pour chercher le gars de vos camarades, quoi. C'est pour chercher le gars de vos camarades. Tu n'as pas honte. Monsieur, tu n'as pas honte. Monsieur, tu n'as pas honte. Ne me causez pas de problème ce soir-là. Tu n'as pas honte. Et puis s'il ne m'attrape pas, tu vas me faire quoi? Je dis, attends, s'il ne m'attrape pas là, tu vas me faire quoi? Tu t'es fait piéger. Voilà, fais coucou à la caméra. Coucou. La prochaine fois qu'une fille t'agresse comme ça, tu vois la beauté. Toi, tu vas t'arrêter quand ils vont parler sur toi comme ça. Abidjan ici. Merci en tout cas de nous avoir suivis et merci de votre fidélité à ce midi. Rendez-vous demain à partir de 12h. Au revoir. Mon vieux Bello Dinero, le mamba, très très dangereux. Aïe, moustique. Monsieur le juif, la correction musicale. Recevez encore Safkin Safari ou bien Yaï. Ils ont dansé le projet ici et voilà, faire de musique. DJ Adebayor. Ma chérie, la poudre de cheveux. On désire le pharaon. Tu es. DJ Blaconini. Oh. Momo Doucouré. DJ Davido. On s'est placé comme c'est là pour danser une fille. Darren le pétrolier. Ben Mahmoud le consultant. Maman. C'est quoi ça? Mon sénateur David Palmer l'appelle Vanessa Oku. Président FAO. Commissaire 5500. Aux Adangé Gasson Ruby. Procureur Valégas.